Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission live en direct de Mediapart pendant laquelle notre rédaction est ouverte aux caméras. À 19 h, une rencontre à ne pas manquer entre le journaliste Charles Anderlin et Leïla Chaïd qui vient de quitter son poste d'ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. À 20 h 30, notre soirée spéciale sera intitulée Gauche réformiste, fin de l'histoire, avec quand même un point d'interrogation. Et notre invité principal sera Pierre Rosanvallon, qui a été un compagnon de route intellectuel, notamment de cette deuxième gauche, aujourd'hui largement en faillite. Il sera confronté notamment à l'ancien syndicaliste Édouard Martin, ainsi qu'à l'historienne Sophie Vanish. Mais tout de suite, et pour maintenant une petite heure, une cinquantaine de minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les lecteurs de Mediapart vous connaissent un petit peu. On a eu quelques occasions, moi ou Stéphane Aliès ou pas mal de journalistes de Mediapart, de s'entretenir avec vous, notamment lorsque vous aviez participé à la commission pour la rénovation de la vie publique, dite commission Jospin. Vous aviez participé tout en vous distinguant de ses conclusions. Et vous publiez aujourd'hui, enfin ces jours-ci, un ouvrage aux éditions du Seuil qui s'intitule « Radicaliser la démocratie, proposition pour une rénovation ». Avant d'en venir aux propositions elles-mêmes que vous faites, et qui sont parfois très concrètes, on va y venir. C'est ça qui est intéressant parce que c'est un ouvrage qui articule vraiment une dimension technique et une dimension politique. J'aimerais savoir, vous avez été contacté par des politiques de tous bords depuis la sortie de ce livre, parce que tout le monde dit aujourd'hui quand même que notre démocratie dysfonctionne. Là, il y a des éléments concrets. Et puis, bon, vous êtes quand même à la fois pour une radicalisation, mais vous êtes un professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'imagine que vous ne leur faites pas encore trop peur. Pas encore trop peur, mais apparemment, si, puisque je n'ai été contacté par personne. Je ne cherche pas d'ailleurs particulièrement à être contacté par les hommes politiques. Je suis un universitaire. Mon travail est un travail de réflexion sur la société, sur les difficultés, sur la crise, on y reviendra, que traverse la société française, mais plus généralement les sociétés européennes. Après, je livre mon travail au public et le prend qui veut, et je débat avec qui le veut bien. Mais pour le moment, ces propositions mais concrètes... Pour l'instant, pas de contact, pas de coup de téléphone, pas de mail, rien. Bon, ça va venir après cette émission, sûrement. J'aimerais quand même qu'on commence par un autre exemple historique que vous donnez dans ce livre. Vous citez Tocqueville, c'est en 1848 devant la Chambre des députés, et on dit qu'il n'y a point de péril parce qu'il n'y a pas d'émeute. Permettez-moi, messieurs, de vous dire que vous vous trompez. Effectivement, ce sont des paroles prononcées quelques mois seulement, quelques jours seulement, oui, pardon, avant la Révolution de 1848. Ça veut dire que vous identifiez, en citant cet exemple, la situation actuelle à une situation pré-révolutionnaire ? Oui. Oui, je pense que la situation actuelle est une situation que j'ai qualifiée d'autisme politique, d'autisme constitutionnel, c'est-à-dire on a des institutions qui fonctionnent sur elles-mêmes, qui sont contentes d'elles-mêmes. Regardez-les, toute la classe politique, les ministres, les députés, bon, ils sont contents d'eux-mêmes. Et puis, vous avez une société qui fonctionne de son côté, qui commence à inventer ses propres règles, ses propres relations, et qui ne s'occupe plus des indications, des ordres, des lois, des conseils que les institutions leur donnent. On est donc dans une situation où les institutions vivent leur vie, la société vit sa vie, et dans un silence dangereux, parce que, comme le disait Tocqueville, à tout moment, cette société qui est aujourd'hui silencieuse peut éclater. Or, nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire, en ce sens que tous les secteurs de l'activité, tous les secteurs d'activité sociale sont aujourd'hui touchés en même temps dans ce qui faisait jusqu'alors leur identité. Les journalistes, vous vous interrogez sur l'exercice de votre métier. Les médecins s'interrogent sur l'exercice de leur métier, on le voit bien. Les professeurs s'interrogent sur est-ce qu'on enseigne aujourd'hui comme on enseignait il y a encore 10, 20 ans. Toutes les professions, c'est-à-dire tous les gens, sont aujourd'hui confrontés à comment j'exerce mon métier. Et par conséquent, c'est dans ces moments-là où ce qui était habituel, ce qui était routinisé est mis en doute, qu'il y a une crise de la société. Il n'y a pas simplement une crise d'un secteur, il y a une crise de tous les secteurs en même temps.
Et dans ce moment-là de crise généralisée, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on revient, est-ce qu'on réaffirme les repères qui jusque-là ont constitué la tradition et le mode d'exercice des différentes activités, ou bien est-ce qu'on essaie d'inventer des formes, notamment des formes institutionnelles, qui permettent de redémarrer sur des bases démocratiques le fonctionnement des sociétés. Et évidemment, vous êtes sur le deuxième terme de cette alternative. Quand même, vous interrogez avant, c'est-à-dire que ce sentiment que les politiques ne sont pas à la hauteur, ou aussi cette idée que voilà, les politiques sont dans leur monde, la société dans leur monde, mais bon, d'une certaine manière, on pourrait aussi dire qu'une société a forcément les politiques qu'elle mérite. Enfin, donc, en quoi est-ce qu'on serait dans un moment qui, pour vous, ne sera pas une parenthèse, ne se refermera pas avec quelques rustines? Vous allez jusqu'à dire que la démocratie représentative telle qu'on la connaît est en fin de cycle. Absolument. Alors pourquoi? Justement, c'est ce que je vous disais, c'est parce que la crise n'est pas la crise d'un seul secteur. S'il y avait une crise économique, mais pas de crise sociale, pas de crise morale, pas de crise politique, c'est pas grave. On colmate et puis ça repart. Là, vous avez au même moment une interrogation sur les principes qui jusqu'alors faisaient fonctionner tous les secteurs de la société. Et par conséquent, ce moment-là est une crise qui oblige à inventer des nouvelles formes dans lesquelles les sociétés vont se représenter. On a des institutions, pour le dire un peu brutalement, on a des institutions qui ont été inventées, disons, au XIXe siècle, avec une société essentiellement rurale, peu instruite, et ces institutions continuent aujourd'hui à représenter, ou seraient toujours légitimes à représenter aujourd'hui la société du XXIe siècle. On a changé de mode de vie privé, on a changé de mode de vie professionnel, on a changé de mode de vie social, et ça doit se traduire dans la forme d'organisation politique de nos sociétés. Et c'est ça, si vous voulez, qui me paraît aujourd'hui constituer la gravité de la crise. C'est pas en mettant un peu de proportionnel, un peu de ceci, un peu de cela. On est arrivé à un moment où c'est le principe même sur lequel nos sociétés fonctionnaient, et le principe sur lequel ils fonctionnaient, c'est il y en a qui savent et les autres se taisent. C'est la démocratie représentative. Il y a des représentants, et ce que disait Sieyès, le peuple ne peut agir et vouloir que par ses représentants. Alors ça, c'est peut-être valable au XVIIIe, c'est peut-être valable au XIXe, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, le patient, le lecteur, l'étudiant demande à participer à l'élaboration de l'activité de journaliste, de l'activité d'enseignement, de l'activité médicale, etc. Il y a une demande. Or, le principe sur lequel nous fonctionnons, c'est que les gens, nous sommes tellement pris par nos intérêts privés, nos jalousies, nos petites humeurs, que ce n'est pas dans l'espace public que peut venir le bien commun. Le bien commun, il ne peut venir que de l'État, que des représentants, qui, eux, savent ce qu'est l'intérêt général. Nous vivons sur ce principe depuis, disons, 1789. À mon avis, l'analyse que je fais, c'est que c'est ce principe qui, aujourd'hui, est fondamentalement remis en cause dans tous les secteurs d'activité. Le principe selon lequel je délègue mon pouvoir, et ceux qui ont délégué le pouvoir, que ce soit aux médecins, aux journalistes, etc., ceux qui ont délégué le pouvoir doivent se taire. Et c'est ça qui me paraît être remis en cause, et c'est pour ça que je parle d'un basculement de paradigme, d'un basculement de principe. La société est en train d'attendre la construction, en quelque sorte, ou l'invention, non seulement d'un nouveau principe sur lequel elle puisse se reconnaître, mais des institutions par lesquelles ce principe va pouvoir prendre forme.
Alors, jusque-là, je pense que beaucoup de personnes peuvent vous suivre sur ce constat de crise profonde de la démocratie représentative, de millions de gens qui ne se sentent plus représentés et qui sont encore plus outrés. Vous vous rappelez évidemment cet exemple quand des manifestations n'arrivent pas à obtenir une démission, par exemple, d'un gouvernement, alors que, on l'a vu pendant la crise de l'euro, par contre, les marchés le peuvent. Donc, non seulement une manque de représentation, mais une dépossession. Mais contrairement à ce qu'on entend d'habitude dans la bouche des gens qui critiquent les dysfonctionnements actuels de la démocratie représentative, vous ne dites pas vraiment qu'il faut aller vers la démocratie directe, vers la démocratie plus participative. Enfin, si, peut-être plus participative, mais pas directe. Pas directe. Pourquoi pas directe? Parce que, si vous voulez, je pense que la démocratie directe, c'est l'inverse de la démocratie représentative, et par conséquent, ça a les mêmes défauts. La démocratie représentative, c'est les représentants parlent, le peuple se tait, puisque c'est les représentants qui veulent pour lui. Dans la démocratie directe, c'est le peuple qui parle. Sauf que dans la démocratie directe, il manque un élément fondamental qui est celui de qu'est-ce que le peuple? Comment se construit le peuple? Dans la démocratie directe, il y a cette idée, à mon avis naïve, il y a cette idée que le peuple est une donnée immédiate de la conscience, où le peuple est une réalité objective qui peut se saisir lui-même. Or, je considère que, enfin, je pense, si je reprends par exemple, je sais pas, on pourrait prendre Simone de Beauvoir, hein, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien, je dirais la même chose. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient comment? Par notamment la Constitution, notamment le droit, qui aide à la construction, ou qui participe à la construction du peuple. Or, la démocratie directe zappe ce moment de construction du peuple. Elle dit le peuple doit parler. Du peuple comme sujet politique, voilà. Non pas simplement comme agrégat voilà. d'individus désunis. Elle donne cette idée que le peuple existe à lui-même, alors que le peuple est une construction. Et là, toute la question est de savoir comment il se construit. Ma réponse, alors vous allez dire je suis juriste, donc ma réponse est sous-tendue par ma position de juriste. Ma réponse est que le peuple se construit par un accord sur le droit. Et si le peuple ne se construit pas par un accord sur le droit, il se construit comment? Il se construit par un accord sur la race, le peuple arien. Il se construit par un accord sur la religion, le peuple juif, le peuple musulman, le peuple chrétien. Il se construit par un accord sur la classe, le peuple ouvrier, le peuple paysan, le peuple étudiant. Je dis que toutes ces constructions du peuple sont des constructions qui n'ouvrent pas vers un horizon démocratique. Le seul qui, de mon point de vue, ouvre sur un horizon démocratique, c'est l'idée que le peuple se construit par un accord sur le droit. Et ce qui m'a émerveillé, je dis le mot, ce qui m'a émerveillé, c'est la marche du 11 janvier dernier. Le plus beau slogan que j'ai entendu, le plus beau slogan, c'est « Je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis policier, je suis Charlie ». C'est un slogan qui est venu des gens, ce n'est pas un slogan qui a été construit par un parti politique, un syndicat, etc. Et moi, en tant que juriste, je n'avais jamais trouvé la manière de définir concrètement ce qu'était le principe d'égalité. Et le principe d'égalité, on dit, voilà, les gens sont égaux entre eux. Bon. On n'arrive pas à le définir vraiment. Or là, vous avez eu le peuple qui s'est construit par un accord sur le principe d'égalité, c'est-à-dire sur le droit. Et un accord sur le principe d'égalité qui me paraît extraordinairement actuel, et c'est sur ce principe-là que devrait se reconstruire la démocratie, qui est un rejet de l'égalité républicaine. L'égalité trop formelle. L'égalité républicaine, si vous voulez, c'est une égalité entre des êtres abstraits. C'est-à-dire l'égalité, on ne tient pas compte si c'est une femme, un homme, s'il est pauvre, s'il est riche, on considère le citoyen comme un être abstrait. Donc on a une égalité abstraite. Et puis vous avez une autre compréhension de l'égalité de type communautariste,
c'est-à-dire égalité à l'intérieur de ma communauté. Communauté lesbienne, communauté noire, communauté juive, etc. Et chacun a son égalité et chacun a ses règles. Or là, que nous disait la manifestation, que nous disait ce slogan, c'est que l'égalité passe par la reconnaissance de la différence. Ce n'est pas parce que je suis juif que je ne suis pas égal aux musulmans, et inversement. C'est plus qu'une reconnaissance, c'est dire je suis l'autre. Je suis l'autre. Et c'est précisément, si vous voulez, cette conception de l'égalité, donc cet accord sur le droit. Les gens qui défilent, ils n'avaient jamais lu Charlie. Ils n'avaient jamais lu Charlie. Donc ils ne descendaient pas pour défendre Charlie. Ils descendaient parce qu'il y avait un accord sur le droit, c'est-à-dire la liberté d'expression. Un accord sur le droit, c'est-à-dire l'égalité. Et si vous ne construisez pas le peuple par un accord sur les valeurs constitutionnelles, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté individuelle, voire par exemple la loi sur le renseignement aujourd'hui, eh bien, vous avez une conception, informelle du peuple qui conduit la démocratie directe à parfois aller très vite vers des dictatures populaires. Je crois qu'il y a un moment, si vous voulez, c'est pour ça que je parle de démocratie continue et pas de démocratie directe ou de démocratie participative, le moment de la construction du peuple me paraît un moment fondamental et c'est ce moment-là qui implique la nécessité d'une représentation par le droit. Mais alors c'est sur cette articulation que j'aimerais qu'on prolonge, parce que j'entends la force que peut avoir non seulement symboliquement, mais même politiquement, dans une constitution politique, d'une manifestation de masse où des gens disent « je suis l'autre », même si tout le monde n'a pas participé à cette manifestation, il ne faut pas non plus se leurrer. Oui, mais alors là-dessus. c'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que qui n'a pas participé? Quels sont ceux qui ont dit « je ne suis pas juif, je ne suis pas Charlie » C'est précisément ceux qui sont en dehors du droit, et c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de droit au logement, pas de droit à l'éducation, pas de droit à l'école, pas de droit au loisir, pas de droit à la santé. Et ces gens-là, comment ils se définissent? Par la communauté de quartier, la race ou la religion. Autrement dit, on a aujourd'hui, si vous voulez, on le voit très bien, on a aujourd'hui les gens qui ont défilé, c'était le peuple qui se construisait par un accord sur le droit, liberté d'expression. Et puis le peuple qui n'a pas défilé, c'est le peuple qui, parce qu'il n'a pas accès au droit, au logement, à la santé, à l'éducation, se définit autrement par sa religion, par sa géographie de quartier, et qui par conséquent ne peut pas rentrer en contact avec l'autre. Vous avez donc aujourd'hui, et on parlait de situation pré-révolutionnaire, il faut évidemment nuancer tout ça, mais on a aujourd'hui cette situation, une fracture, oui, le risque d'une fracture entre ce peuple qui se construit par un accord sur les valeurs de droit et le peuple qui se construit par un accord sur son lieu géographique, sa religion ou sa race. Et tout le propos, excusez-moi, tout le propos pour ceux qui pensent, enfin, les intellectuels qui essaient d'avoir une influence ou qui participent à la vie de la cité, est précisément de faire que ce peuple qui est actuellement exclu du bénéfice des droits en soit inclus pour pouvoir rentrer précisément dans cette construction juridique du peuple sur lequel se fondera la prochaine démocratie. Est-ce que vous ne croyez pas, parce que évidemment cette idée d'une synthèse politique du peuple d'un peuple qui assume son hétérogénéité mais qui est uni parce qu'il a des droits communs et qu'il se reconnaît dans ces droits communs, est-ce que là il n'y a pas une petite déformation, on va dire, du professeur de droit constitutionnel? Parce que le droit c'est aussi quelque chose d'un peu aride, de compliqué, voire quelque chose de gens qui savent. Oui, je suis parfaitement conscient qu'il y a peut-être, comme disait Montaigne, quelque chose dans mon arrière-boutique qui me conduit à privilégier le droit. Bon, donc heureusement que vous êtes là pour me rappeler à l'ordre. Il y a peut-être une déformation professionnelle. Ceci dit, je vous repose la question. Si on ne définit pas le peuple par le droit, par quoi va-t-on le définir? Par la race, par la religion, comment va-t-on le définir? Je pense que Habermas parle de patriotisme constitutionnel. Je pense qu'effectivement, si on veut... C'est-à-dire l'idée que la Constitution pourrait être une patrie? Je pense, absolument. Je pense
l'idée, si vous voulez, que les valeurs constitutionnelles, liberté d'expression, liberté individuelle, droit à la santé, droit à l'éducation, qui sont des principes constitutionnels, au sens qu'ils nous constituent. C'est-à-dire, ils nous fabriquent. Constitution, il faut peut-être revenir aussi à l'étymologie. Une constitution, c'est quelque chose qui nous fabrique, qui nous constitue, qui nous fait. Qu'est-ce qui me fait citoyen? C'est précisément le fait qu'il y a une constitution qui me dit tu as la liberté d'expression, tu as la liberté d'aller et venir, tu as le droit au logement, tu as le droit à la santé. Bon. Quand on n'arrive pas comme citoyen. Je citais Simone de Beauvoir tout à l'heure. Quand on est être humain. On est être humain avec nos différences. On est dans une famille riche ou dans une famille pauvre. On est avec un handicap ou pas d'handicap. On est on est avec nos déterminations sociales, géographiques, religieuses, etc. Qu'est-ce qui nous fait sortir de l'état de nature? Qu'est-ce qui nous fait sortir de ces déterminants sociaux? Eh bien, précisément, les valeurs constitutionnelles qui nous font passer de l'état de nature à l'état civil. Je suis bien sûr qu'il y a d'autres instruments. Il y a la sociologie, il y a l'histoire, il y a l'art. Tout ça participe à la construction du citoyen. Mon propos, et notamment dans le bouquin dont vous parliez, mon propos est de voir, parce que je pense qu'en France on le néglige, mon propos est de voir quelle est la part que le droit peut apporter à la refondation du politique. Je ne dis pas que seul le droit, mais je dis que le droit a son mot à dire précisément parce qu'il fait sortir les individus de leur état naturel, de leur détermination sociale immédiate, pour les faire advenir comme citoyens. Et c'est important. Les valeurs constitutionnelles, parce que vous parliez donc patriotisme, est-ce que la Constitution peut être une patrie en référence à Habermas? Moi je dis oui. Je dis oui, c'est la liberté d'expression, les valeurs constitutionnelles, elles ne sont pas françaises, hein, elles ne sont pas occidentales, elles sont sinon universelles, en tous les cas universalisables. Dans les slogans de la marche du 11 mars, du 11 janvier, il y avait aussi « je suis kurde, je suis français, je suis allemand ». Bon. Autrement dit, toutes ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui peuvent être partagées et qui, par conséquent, ouvrent sur la citoyenneté du monde. Alors vous allez dire que bon, c'est pas pour tout de suite, que c'est l'utopie, que vous dites n'importe quoi, que bon, peut-être. Mais je pense que précisément, aujourd'hui, on a besoin d'utopie. On a besoin de penser un lieu qui n'existe pas encore. Mais ce n'est pas parce qu'il n'existe pas encore qu'il ne peut pas être pensé. Mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais il y a en même temps tout un discours d'une pensée, bon, souvent un peu décliniste, oui, malheureuse, sur la démocratie, qui dit que c'est précisément l'extension des droits, alors que même, c'est souvent une pensée qui d'ailleurs qui ne considère pas tous ces gens qui ne sont pas inclus dans les droits qu'on pourrait déjà considérer comme existants. Il y a toute une pensée dont Marcel Gauchet, par exemple, serait un emblème, qui estime que ça a été l'extension des droits individuels qui, aujourd'hui, est à l'origine des difficultés de nos démocraties. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Erreur. Pas d'accord, je connais les thèses de Marcel Gauchet, j'ai eu l'occasion de débattre avec lui. Une de ses thèses, c'est que les droits des individus, notamment les droits de empêcheraient en fait les collectifs. Voilà. Les droits, du coup, il n'y aurait plus de famille, il n'y aurait plus de partis politiques, il n'y aurait plus de commun. Alors, si vous voulez, je suis d'abord une position, vous dites les déclinistes. Je pense que précisément, je répondrai sur Marcel Gauchet, mais que précisément dans ce moment de crise, vous avez deux postures philosophiques ou intellectuelles ou politiques. Vous avez ce que j'appelle la posture du grenier. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous montez dans le grenier, et puis vous retrouvez les Dinky Toys, les poupées, les disques, les 45 tours, le Tépaz, la blouse grise, la règle sur les doigts, et là, vous savez, c'est bien, c'est chaud. C'est rassurant. C'est rassurant. Et puis vous avez ce que j'appelle la pensée du jardin. C'est-à-dire vous sortez dehors, vous rencontrez les autres qui vont vous apporter.
Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre d'intellectuels qui vont dans le grenier et qui ont cette pensée du tout fout le camp. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes peuvent faire des chèques toutes seules, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes peuvent tromper leur mec ou avec une autre femme ou avec un... Bon, oui, c'est vrai, bon, et alors? Où est le problème? C'est ça notre présent. Est-ce qu'on va regretter le temps d'avant? On peut, c'est sympa de monter au grenier. Moi aussi, de temps en temps, je monte au grenier pour retrouver mes vieilles affaires. Mais je pense que le travail d'un intellectuel, si je me réfère à Condorcet, si je me réfère à Voltaire, si je me réfère à tous ces types qui, au XVIIIe siècle, ont essayé de penser le monde qui arrivait, je pense que la responsabilité, c'est d'aller dans le jardin pour voir ce qui arrive et essayer de mettre des mots nouveaux sur ce qui arrive. Ma disposition d'esprit est plutôt d'aller dans le jardin que dans le grenier, mais je respecte parfaitement ceux qui estiment que non, au contraire, il faudrait aller chercher dans le grenier des solutions pour le présent. S'agissant de Marcel Gauchet et des droits, je pense que je ne suis pas d'accord avec lui dans la mesure où les droits de l'homme sont à l'origine, du politique, de l'histoire. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme sont des droits qui mettent les individus en relation les uns avec les autres. La liberté d'expression, évidemment, par la liberté d'expression, vous rentrez en contact avec les autres pour échanger des idées. La liberté d'aller et venir, c'est une liberté qui vous permet d'aller d'un point à un autre, de changer de pays, de changer de ville. Tous les droits de l'homme sont non pas des droits subjectifs, comme le dit Marcel Gauchet, mais des droits de l'intersubjectivité. Ce sont des droits de relation, ce sont des droits qui mettent les gens en relation les uns avec les autres. Et pourquoi faire? Pour faire l'histoire, pour construire du bien commun. Y compris dans son dissensus. Y compris dans son dissensus. Dans ses tensions, dans tout ce qui peut... C'est-à-dire que l'idée d'un espace public irénique où, en gros, tout le monde sera à peu près d'accord, ça n'existe pas. C'est pas ça un espace public. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, les droits de l'homme sont au principe d'un espace public où les individus utilisant leurs droits vont confronter la manière de fonder une règle sur la base de la liberté d'expression. Est-ce qu'il faut interdire de fumer ou pas? Bon, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, et on va produire la règle dans l'espace public. Est-ce qu'il faut le vote obligatoire? Même chose. Et là où je ne suis pas d'accord non plus avec Marcel Gauchet sur cette idée que les droits de l'homme, ça serait catastrophique pour la démocratie, c'est que, donc, les droits de l'homme sont producteurs d'un espace où les individus vont se rencontrer pour produire le bien commun. Actuellement, le bien commun, il est produit par qui? Par l'ENA, par le Conseil d'État. Bon, ça suffit maintenant. On pourrait peut-être aussi nous produire le bien commun, on est quand même... Bon. Donc, les droits de l'homme sont à l'origine, au principe d'un espace public qui produit du bien commun. Et deuxièmement, les droits de l'homme sont une invitation à faire l'histoire. Marcel Gauchet dit les droits de l'homme contribuent à la fin de l'histoire, puisque finalement, les droits seraient réalisés, il n'y aurait plus rien à faire, donc il n'y a plus d'histoire. Fini. Attendez, moi je prends l'article 1er de la Déclaration de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous croyez que c'est derrière nous, ça? Les droits de l'homme, c'est Paul Ricoeur qui le dit, les droits de l'homme, ils sont devant nous. C'est-à-dire ce sont des incitations à agir, donc à maîtriser notre destin, donc à faire l'histoire. Alors, même si on prend les droits comme quelque chose qui est devant nous et non pas comme un petit capital personnalisé, ça pose quand même une question. Parce que l'extension des droits, voilà, qui effectivement, si on n'écrit pas dans le débat de Marcel Gauchet, on peut estimer un progrès démocratique, surtout quand il y a tant de gens qui en manquent. Mais est-ce que
effectivement, ça ne piège pas les choses, au sens où, par exemple, si je prends le droit au logement opposable, qui a été créé récemment, là, en ce moment, il y a un gigantesque campement place de la République pour des sans-logis, qui ressemble formellement exactement à ce qu'on voyait il y a 20 ans, il y a 10 ans, pour ne pas revenir jusqu'à l'abbé Pierre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus insupportable à voir des gens sans logement ou à être sans logement quand on est soi-même, quand on vous explique qu'il y a un droit au logement opposable et qu'en fait, on reste à la rue? Est-ce qu'il n'y a pas la proclamation des droits, quand elle est non effective ou non appliquée, ne devient pas contre-productive? Alors, non, je ne pense pas. Votre observation conforte ma position, qui consiste à dire que ce n'est pas parce que vous avez proclamé un droit que ce droit devient effectif et réalisé. Dans un droit, je ne vais pas faire un cours, mais avant que quelque chose soit un droit, c'est un souhait, c'est un besoin, c'est une revendication. Prenez par exemple, on dit le droit à l'avortement. Avant d'être un droit, l'avortement, c'est une revendication des femmes, c'était un souhait, c'était une lutte. Il a fallu du temps pour que cette revendication devienne un droit qui a été proclamé. Mais après, il a fallu troisième temps que ce droit devienne effectif, remboursé par la sécurité sociale, etc. etc. Non, mais moi, ma crainte, c'était que la proclamation sans l'effectivité finisse par saper les principes mêmes. Mais parce que, justement, démocratie continue, c'est un travail continu. Il faut d'abord arriver à faire passer une revendication, un souhait, une demande de cette position, disons, pré-normative à la position normative, et ensuite faire que ce qui a été proclamé devienne réalité. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette idée que les droits de l'homme sont, sont une invitation à agir, puisque il ne suffit pas de s'arrêter à leur proclamation, il faut encore continuer à combattre, à lutter pour que les moyens permettant aux droits proclamés de devenir effectifs soient donnés. L'espace public, c'est une lutte. La démocratie, elle est continue, c'est-à-dire c'est une lutte continue pour que ce qui a été énoncé, arraché à un moment donné, devienne effectif. Mais ça ne tombe pas du ciel. Alors effectivement, voilà, le terme que vous employez pour désigner ce que pourrait être une démocratie qui prenne en compte la fin de cycle de nos démocraties représentatives qui ne le sont plus vraiment, sans renoncer pour autant à toute représentation, puisque vous n'êtes pas dans une logique de démocratie directe. Donc vous appelez ça démocratie continue, parce que voilà, il y a l'idée qu'elle est toujours inachevée, qu'il y a toujours des conflits, que existe tout ça. Alors il y a quand même pas mal d'éléments plus ou moins exotiques, on va dire, dedans. Déjà, dans cette démocratie continue, il n'y a pas de référendum. Non, il n'y a pas de référendum. Parce que ? Il n'y a pas de référendum. En tous les cas, il n'y a pas de référendum au niveau national. Pourquoi ? Parce que la démocratie continue à laquelle je pense est une démocratie continue où le suffrage universel, le vote, n'a pas la place centrale. Alors, attention, je ne suis pas pour la suppression du droit de vote. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il me semble que la forme de démocratie qui vient est une forme où la légitimité issue du suffrage universel sera amoindrie, affaiblie par rapport à une autre forme de légitimité que j'appelle la légitimité délibérative, c'est-à-dire trouver des institutions, non pas où on demande aux gens de voter, mais on demande aux gens d'abord de discuter, de délibérer, d'échanger, de se disputer. La dispute, il faut retrouver la controverse, il faut retrouver la dispute. Et c'est de la dispute que naît le bien commun. Or, le référendum, en tous les cas dans l'histoire politique française, a toujours été davantage un acte, d'acclamation. Oui, en fait, qui donne un vote et non pas forcément une parole. Voilà. Si vous voulez, on dit avec le référendum, je donne la parole au peuple. On ne donne pas la parole au peuple. On lui donne le vote. On lui donne le vote. Or, le vote, ce n'est pas la délibération. Moi, ce que je souhaite, c'est que le peuple prenne la parole, donc délibère, et qu'il invente
l'intérêt général, le bien commun, parce que je pense qu'il faut du bien commun, évidemment, mais qu'il y a un mode de construction du bien commun qui, aujourd'hui, ne passe plus principalement par le suffrage universel. Et le référendum me paraît plus un acte d'acclamation, un acte par lequel on appelle le peuple à fusionner dans le corps du chef. Hein. Et je me méfie beaucoup de la fusion. Hein. Je me méfie beaucoup de la fusion. Et vous parliez de la famille, etc. Si vous voulez, regardez quand on avait une conception, disons, fusionnelle de la famille. Hein, on disait la famille, c'est un foyer. L'homme et la femme ne font qu'un, la fusion. Mais quand on disait l'homme et la femme ne font qu'un, c'est au bénéfice de qui? De l'homme, du mari. C'est lorsqu'il y a eu la reconnaissance d'un écart entre la femme et le mari, que la famille a pu commencer à rentrer dans un processus démocratique. Si vous fusionnez au profit de quelqu'un. Et je me méfie beaucoup de la fusion, je préfère l'écart. Alors, de temps en temps, il faut bien de la fusion des corps à la théorie du couple, hein. Je suis évidemment pas contre. Mais en tous les cas, pour concevoir comment dire, une organisation démocratique des différentes activités, le référendum, par cette idée de fusion et d'acte d'acclamation, ne me paraît pas, dans l'histoire politique française, comment dire, un instrument de la démocratie. Alors dans cette, donc dans le livre, hein, vous échafaudez certains processus qui pourraient être délibératifs, notamment la généralisation d'assemblées de citoyens tirés au sort sur le modèle un peu des conférences de consensus qu'on a vu dans certains secteurs. Vous envisagez une troisième chambre qui serait une refonte très profonde de ce qui est aujourd'hui le Conseil économique et social. Enfin bon, vous envisagez plusieurs pistes qu'on ne va pas détailler ici. Moi, il y a un autre aspect dans cette démocratie continue, que vous appelez démocratie qui vient, on l'espère, c'est il n'y a pas de ministère de la Justice. Non. Bah alors, elle est où? Il n'y a pas de ministère de la Justice. Je suis en effet partisan de la suppression du ministère de la Justice. Alors pourquoi? Parce que... alors, c'est un peu long à expliquer, ça serait un peu long à expliquer, mais parce que jusqu'à présent, on considère la justice comme un élément de l'appareil d'État. Soit la justice est soumise au pouvoir législatif, sous la 4e République par exemple, soit la justice est plutôt soumise au pouvoir exécutif. Et c'est, disons, l'idée de la 5e République, même si depuis quelque temps, il y a une distanciation. Ce que je pense, c'est que la justice, qu'est-ce qu'on attend de la justice? C'est qu'elle soit impartiale, neutre et objective. Et ça, un gouvernement ne peut pas assumer ses fonctions. Exactement. Or, un gouvernement, il est nécessairement de droite, de gauche, de centre, ou écolo, tout ce que vous voulez. Et par conséquent, si vous avez au sein du gouvernement un ministre, la société va dire, puisque le gouvernement est de gauche, le ministre va être méchant avec les gens de droite et gentil avec les gens de gauche. Donc ce que je propose, c'est de sortir la justice du gouvernement et de confier la gestion de la justice à une autorité constitutionnelle indépendante. Alors, mais encore une fois, ça va lui donner un poids extrême. Est-ce qu'on ne va pas vous dire, ça y est, République des juges, pouvoir de ceux qui comprennent Non, parce que cette instance constitutionnelle indépendante qui s'appellerait Conseil supérieur de la justice, pas de la magistrature, de la justice, c'est-à-dire du service public de la justice, ne serait pas l'organe des juges. Ce serait l'organe du service public de la justice. Il serait composé évidemment de magistrats qui ne seraient pas majoritaires dans cette institution, mais il ne serait pas composé que de magistrats. Et quel serait le rôle de cette instance? Le rôle de cette instance serait de protéger l'exercice de la justice de toute pression politique, syndicale, religieuse, et de rendre compte régulièrement de son activité au Parlement. Et c'est cette
cette proposition me paraît aller dans cette idée de refondation de la démocratie. Il y a un certain nombre, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'activités qui jusqu'alors, sur la base du principe de représentation, étaient prises en charge par la structure étatique. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, enfin quelques dizaines d'années, il y avait un ministère de l'information. Et il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que l'information doit être indépendante. Oui, on n'est pas obligé, effectivement. Mais du coup, ça pose une autre question. C'est-à-dire qu'effectivement, dans votre livre, vous détaillez toute une série de possibles réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais en même temps, vous dites bien que jusque-là, quand on parle de réforme institutionnelle ou de réforme constitutionnelle, ça veut dire un peu plus de Premier ministre contre un peu moins de président, un peu plus de proportionnel contre un peu plus de scrutin majoritaire, un peu plus de femmes que d'hommes dans les assemblées qui délibèrent, et qu'à chaque fois, en gros, ces tentatives ne sont pas vraiment de la rénovation radicale au sens de retourner à la racine de ce qui dysfonctionne, mais sont plutôt des rustines. Oui. Et vous dites parce que, au fond, toutes ces réformes, elles ont pensé comment démocratiser l'État, mais pas la société. Mais comment on démocratise une société? Mais précisément, on démocratise une société d'abord, en reconnaissant à la société, c'est-à-dire à nous, en reconnaissant à la société... Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas envie de participer? Est-ce que vous pensez que tout le monde va être dans ce processus délibératif, continu? On voit bien qu'aujourd'hui, alors peut-être parce que c'est inclus dans un ensemble qui dysfonctionne, mais que les rares processus, souvent locaux, participatifs, ce n'est pas non plus la panacée. Ce n'est pas le constat que je fais. Ce n'est pas le constat que je fais. D'abord, je reviens quand même sur ce que je vais vous répondre, mais je reviens sur ce que je voulais dire à l'instant, c'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait tout un travail, je dirais intellectuel, de reconnaissance de la capacité de la société à participer à l'élaboration du bien commun. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un élément de ma réponse à votre question, aujourd'hui vous dites, est-ce que les gens ont véritablement envie de participer? Peut-être pas, mais pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on leur a dit, mais ne participez pas, on s'occupe pour vous des affaires. Donc, je dirais, là, il y a une révolution culturelle à faire. Une révolution culturelle qui consiste à faire prendre conscience à la société qu'elle est capable de produire du droit, qu'elle est capable de produire de la règle, qu'elle est capable de produire du bien commun. Et lorsqu'on aura persuadé, lorsqu'on aura convaincu la société qu'elle est capable de produire, à ce moment-là, on passera à la deuxième étape qui sera de trouver les institutions, je suis juriste, excusez-moi, les mécanismes par lesquels la société va pouvoir exprimer ce bien commun. Mais il y a des tas de collectifs. Il y a des tas de collectifs qui se créent de manière spontanée. Par exemple, lorsque vous avez un élève d'une école primaire qui est expulsé, immédiatement, les parents d'élèves, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'opinion politique, vous avez des parents qui créent un collectif en dehors de toute association de parents d'élèves et qui empêchent l'élève de partir. Bon, et vous avez des collectifs comme ça. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est organisé de manière un peu sauvage. Pourquoi sauvage? Précisément parce que vous n'avez pas encore cette reconnaissance par la société qu'elle est capable de faire ça. Elle est tout étonnée quand elle le fait. Or, je pense qu'il y a tout ce travail important de révolution culturelle à réaliser. Mais alors, justement, comment elle peut se faire, cette révolution culturelle? Parce que votre ouvrage, Radicaliser la démocratie, c'est à la fois un vrai manifeste politique et en même temps, c'est un très bel outillage technico-intellectuel. Mais il reste qu'il y a quelques pages où, par exemple, vous critiquez très fortement ce qui s'est passé dans la commission Jospin sur la rénovation de la vie publique à laquelle vous avez participé. Donc, par quoi ça peut passer? Par une manifestation de profs de droit constitutionnel, par une manifestation en robe, par des commissions issues du pouvoir législatif, par des commissions issues du pouvoir exécutif. On voit mal, voilà, enfin, quel est le mouvement social qui pourrait entraîner ça?
voilà, on se demande même si on pouvait tout à fait être séduit par l'appareillage que vous faites, on se demande comment est-ce que ça peut être implémenté. C'est une très bonne question, c'est-à-dire une question qui m'embarrasse. Dans la mesure où, si vous voulez, ce que je peux vous répondre, alors je peux vous répondre par une pirouette, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme... Il vous reste 5 minutes, donc il faut faire une grande pirouette. pirouette. Que je fasse plusieurs pirouettes. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme public, ça je l'admets. Et par la publication de ce livre, j'essaie de dire comment, avec une prise de position effectivement optimiste, le jardin et pas le grenier, j'imagine la société qui vient dès lors que je souhaite qu'elle continue dans une optique démocratique. Bon. À partir de là, qui va porter ces idées? Est-ce qu'il faut un mouvement social? Est-ce que je vais créer un parti politique? Est-ce que je vais descendre dans la rue avec ma robe et demander à mes étudiants de me suivre? Non. Précisément parce que nous sommes dans un moment, si vous voulez, de recherche. Ce n'est pas pour me débiner que je dis ça, mais je ne vais pas inventer à la place des gens, puisque je revendique la capacité de la société à produire du bien commun, je ne vais pas, à leur place, dire les instruments par lesquels on va y aller. D'abord parce que j'en suis pas capable, c'est pas mon boulot, et ensuite parce que je pense que ça viendra tout seul. Est-ce que vous croyez, je ne vais pas me prendre pour Voltaire ou Condorcet ou Rousseau, malgré mon nom, hein, mais est-ce que vous croyez que lorsqu'ils écrivaient le contrat social, lorsqu'ils écrivaient le traité de tolérance, lorsqu'ils écrivaient tout ça, ils pensaient que ça allait conduire, ils avaient imaginé l'instrument qui allait conduire à 1789? Non. Donc je pense que Tocqueville, puisqu'on parlait de Tocqueville, il y a toujours une surprise. On ne sait pas comment, à un moment donné, une société peut imploser, exploser et s'en aller vers un horizon démocratique. Et en même temps, et ce sera ma dernière question, il y a quand même un mouvement, alors bon, à géométrie variable, qui existe, a existé, existera, qui, pour moi, combine en tout cas un peu une réflexion intellectuelle, des engagements politiques, d'où certains représentants contribuent très fortement sur le site de Mediapart, c'est, alors appelons-le le mouvement pour la 6ème République, qui veut à la fois combiner des choses, une articulation, qu'est-ce qui peut se passer dans la rue, qu'est-ce qui peut se passer dans les têtes, qu'est-ce qui peut se passer dans les enceintes parlementaires. Et pourtant, vous, la 6ème République, ça vous semble, enfin, vous n'êtes pas complètement dans l'adhésion à ça, ou en tout cas, vous trouvez qu'en fait, ça risque d'être un peu, pour le dire brièvement, une pensée un peu magique qui ne va pas résoudre les vrais problèmes de la démocratie. Non, la 6ème République, parce que là encore, si vous voulez, à partir du moment où je me place d'un point de vue, universitaire, la 6ème République, c'est plus politicien, sans que ça soit péjoratif. Et quand je lis les propositions de la 6ème République, en fait, ça n'a rien de la 6ème République. Alors là, je vais reprendre ma casquette de constitutionnaliste. C'est le retour à la 5e République, l'origine. Supprimer le président de la République, supprimer l'élection populaire du chef de l'État, mais c'est ce qui était prévu en 58. Oui, c'est abandonner 62 pour revenir en 58. Pour revenir en 58. Donc, un, je ne vois pas où est la 6e. Et deux, quand je lis leur projet, je vois que leur souci est de redistribuer le pouvoir entre ceux qui l'ont déjà. Alors que moi, mon propos consiste à distribuer le pouvoir à ceux auxquels on l'a refusé jusqu'à présent, c'est-à-dire les gens de peu, le petit peuple, les gens, la société. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une refonte de la démocratie qui donne au peuple les moyens de construire le bien commun, et non pas qui distribue autrement le pouvoir à ceux qui l'ont déjà. Que le président ait un peu moins de pouvoir et que le Premier ministre ait un peu plus de pouvoir, que les députés aient un peu plus de pouvoir que les sénateurs ou inversement, tout ça, ça reste. Ce qu'il faut inventer, c'est comment reconnaître politiquement, philosophiquement, et comment reconnaître institutionnellement cette possibilité pour la société de construire le bien commun.
Merci beaucoup, Dominique Rousseau. Votre ouvrage, publié aux éditions du Seuil, s'intitule donc « Radicaliser la démocratie, proposition pour une rénovation » et il coûte à peu près le même prix que notre offre spéciale de 19 € pour 4 mois d'abonnement à Mediapart, en plus d'un e-book Gaza. Gaza qui nous fait une transition avec le prochain débat dans une dizaine de minutes où seront présents le journaliste Charles Anderlin et Leïla Chaïd, qui vient de quitter son poste d'ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Tout cela avant la grande soirée à 20h30 intitulée « Gauche réformiste, fin de l'histoire ». Merci beaucoup. Merci à vous.